Bonsoir à tous. Je m'appelle Amélie Ménil et je vais vous présenter la thèse sur laquelle je travaille, qui s'intitule Comportement géotechnique et structurel des tunnels en maçonnerie, que je réalise actuellement à l'Université Gustave Eiffel, sous l'encadrement de Marion Bost et Anne-Sophie Colas, donc laboratoire RRO, donc rétro-géographie géotechnique pour ceux qui connaîtraient. Et je suis également encadrée au CETU par Didier Chouin. Tout d'abord, un sommaire pour vous présenter mon travail. Donc, je vais tout d'abord vous parler du sujet sur lequel je travaille. Ensuite, je vais aborder le travail qui a été réalisé pour le moment. Voilà. Pour commencer, quelques éléments de contexte. Donc, tout d'abord, je travaille sur les tunnels en maçonnerie. Donc, qu'est-ce qu'un tunnel en maçonnerie? Un tunnel en maçonnerie est un tunnel composé d'une voûte en maçonnerie, deux pieds droits en béton et d'un radier en béton. Sur ces ouvrages en particulier, il est intéressant de faire attention au clavage au niveau du pied droit entre le pied droit en béton et la voûte en maçonnerie, puisque c'est un point de liaison entre les deux matériaux qui est assez fragile. Ce sont des ouvrages qui ont été construits à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Ils sont donc vieillissants de nos jours. Et ce vieillissement nécessite d'être caractérisé pour le suivi du comportement et de la stabilité de ces ouvrages. Également, comme on l'a vu dans la présentation précédente, il y a une densification des aménagements en zone urbaine, notamment à Paris, où les premiers métros étaient en maçonnés et où il existe aussi de nombreux tunnels routiers, comme le tunnel de Saint-Cloud, dont je vous parlerai plus tard, qui est également maçonné. Donc la combinaison de ces deux choses, en plus de la loi LOM qui rappelle bien le besoin de garantir la sécurité des usagers sur les infrastructures, conduit à la problématique de mon sujet de thèse, qui est le besoin de comprendre le comportement des tunnels en maçonnerie et de leur stabilité au cours de leur vie. Pour aborder ce sujet, tout d'abord, j'ai mené une analyse de données existantes de convergence sur un ouvrage réel. Les données obtenues de convergence, donc c'est-à-dire, je vais vous le présenter un peu plus loin, de mesures de convergence entre les pieds droits, la voûte et le radier, ont montré qu'il y avait des déformations au cours du temps dans l'ouvrage, mais les données ne sont pas suffisantes pour pouvoir caractériser correctement le comportement de l'ouvrage et également cela nous pose des questions sur sa stabilité. Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons envisagé trois approches. Une approche tout d'abord par le calcul à la rupture, qui nous permettra de déterminer une charge maximale supportable avant rupture selon les hypothèses que nous aurons définies. Cependant, le calcul de la rupture ne nous permet pas de déterminer de mécanisme réel, donc ne nous donne pas d'informations sur le comportement de l'ouvrage. C'est pourquoi nous nous sommes également proposés d'installer une instrumentation par fibre optique qui permettra, in fine, de déterminer des mécanismes réels dans un ouvrage. Cependant, une limitation est que nous aurons cette déformation-là, mais nous ne pourrons pas en déduire la déformation maximale qui pourrait être subie par l'ouvrage avant rupture. Et c'est pourquoi nous voulons ajouter à notre travail une modélisation numérique qui permettra d'intégrer à la fois la charge maximale que nous avons calculée pour être supportée par l'ouvrage, que l'on pourra appliquer à notre modèle, pour pouvoir déterminer les déformations maximales qui pourront être subies avant rupture et comparer les mécanismes déterminés par notre modèle avec le mécanisme trouvé sur ouvrage réel. Donc voilà le plan initial. Donc pour les différentes parties, donc tout d'abord du diagnostic initial, il y a une description de l'ouvrage étudié qui est importante et l'étude des données existantes de convergence principalement. Ensuite, pour la stabilité par le calcul de l'ouvrage, il y a donc la détermination de mécanismes de rupture virtuelle. Donc c'est-à-dire trouver des mécanismes qui puissent représenter ce qui se passe dans la réalité pour la détermination de la charge maximale supportable. Et ensuite, une instrumentation par fibre optique qui pose plusieurs questions. Tout d'abord, la mise en place dans un ouvrage existant, puisque qui dit ouvrage existant dit de nombreux aménagements dans l'ouvrage qui peuvent poser problème pour la mise en place d'une telle instrumentation et un traitement de mesure sur un milieu hétérogène, le tunnel en maçonnerie qui comporte des éléments en béton, en maçonnerie et la maçonnerie elle-même qui comporte des blocs de roches et un liant. Et enfin, la modélisation numérique que je vous ai laissé ici en grisé puisque c'est une partie de mon travail que je n'ai pas encore pu entamer.
mais qui portera principalement sur la prise en compte de l'interaction entre le terrain et la structure. Tout d'abord, concernant le diagnostic initial, j'ai étudié le tunnel de Saint-Cloud, donc tunnel routier situé dans la région parisienne, pardon, sur l'autoroute A13. Donc ici, vous avez le profil en long du tunnel. On peut voir qu'il est situé à faible profondeur avec des marnes et caillasses. Ici, en bleu, vous pouvez voir la nappe. Il est construit en grande partie dans du calcaire grossier, mais également pour une petite partie dans les marnes et caillasses. Au niveau du profil G et D, il y a de nombreuses carrières qui ont existé. C'est pourquoi, en plus du profil courant que vous pouvez voir, enfin de la section courante que vous pouvez voir ici, il existe des sections dites en double voûte, comme on peut voir ici, où ce qu'on appelle ici une voûte de décharge a été mise en place pour soutenir les carrières, et où une voûte en fait en bois, en béton, a été installée pour permettre la continuité de l'ouvrage, mais qui n'a pas de rôle structurel à proprement parler. Sur cet ouvrage, les mesures qui ont été étudiées donc, sont des mesures au fil invar, des mesures horizontales et verticales entre pied droit et radier et clé de voûte. Les mesures que vous pouvez voir ici, donc ici la variation des bases verticales en fonction du temps, montre qu'il y a une évolution négative des valeurs, c'est-à-dire un écartement relatif des pieds droits. Et ici, les variations des bases transversales en fonction du temps montrent qu'il y a une augmentation, donc un rapprochement relatif de la clé de voûte au radier. Ce mouvement-là pourrait être issu de plusieurs mécanismes. On peut imaginer un mouvement de bloc comme ceci, ou une rotation, c'est ce que je vais vous montrer par le calcul à la rupture après. Les mouvements que l'on voit sont de l'ordre de 10 mm en vertical et de 5 mm en horizontal. Ce sont des valeurs qui restent assez faibles dans l'absolu, mais qui sont continues, comme on peut le voir au cours du temps, et qui pourraient ainsi menacer, alors ne soyons pas alarmistes, mais qui sont continues au cours du temps et qui du coup sont à étudier. Pardon, c'est quoi l'échelle de temps? Oui, pardon. L'échelle de temps, vous avez ici les premières mesures qui ont été réalisées en 1972 et les dernières mesures datent de 2020. À la suite de ce diagnostic initial, nous avons donc voulu commencer par l'étude de la stabilité par le calcul à la rupture. Donc le calcul à la rupture, quelques mots sur la méthode. Donc, les données d'entrée pour cette méthode-là sont la géométrie de la structure, son mode de chargement et la résistance des matériaux. Ensuite, il y a toute une série de calculs qui passent par la vérification de la compatibilité. Par exemple, plus tard, vous verrez dans mes calculs, j'utilise beaucoup le critère de Moore-Coulomb. Donc, vérifier la compatibilité, c'est vérifier que l'on a bien un angle phi de saut de vitesse entre deux éléments. L'équilibre de la structure et la résistance des matériaux. Donc, par l'utilisation de puissance virtuelle dans le cas de l'analyse cinématique par l'extérieur que je vais vous présenter juste après, qui est celle que j'utilise. Et ces calculs-là vont permettre de déterminer la charge extrême, donc charge extrême que je vous ai représentée ici, en supposant que Qlim est la charge pour laquelle notre ouvrage va arriver à la rupture. Nous, ce qu'on va pouvoir déterminer avec le calcul à rupture, c'est un Q+, au-delà duquel le chargement ne sera plus supportable. Donc on sait qu'au-delà, on va forcément arriver à la rupture. En dessous, il est possible que l'ouvrage tienne. Nous avons utilisé l'approche cinématique par l'extérieur. Oui, pardon. Ah, pardon, désolé. L'approche cinématique par l'extérieur, qui se décompose en plusieurs étapes. Donc la construction de champs de vitesse cinématiquement admissibles, donc c'est-à-dire les champs de vitesse, les mécanismes virtuels que l'on imagine sur l'ouvrage, mécanismes virtuels qu'il faut bien penser à se rappeler qu'ils ne restent que virtuels et ne représentent pas nécessairement la réalité de mécanismes qui se passent dans le cas étudié.
Ensuite, donc, la vérification de la pertinence du mécanisme, donc la compatibilité, le calcul de la puissance résistante maximale et des efforts extérieurs, donc les efforts extérieurs qui reposent sur les charges appliquées à l'ouvrage et sa géométrie. Et enfin, l'application du théorème cinématique comme décrit par Saint-Lançon, comme donc il existe un champ de vitesse, enfin, oui, il existe une vitesse une vitesse virtuelle appartenant au champ de vitesse virtuel cinématiquement admissible, telle que la puissance des efforts extérieurs est supérieure à la puissance résistante maximale, telle que la charge appliquée n'appartient donc pas à K, K étant l'ensemble des chargements potentiellement supportables. Pour notre problème, nous souhaitons donc étudier un tunnel en maçonnerie dans un terrain. Donc c'est une voûte à laquelle on va donner un poids volumique gamma M et qui va être constitué de blocs infiniment rigides et de joints suivant un critère de Mohr-Coulomb avec une collision C et un angle de frottement interne phi, qui va être situé à une profondeur avec une couverture entre la clé et la surface grand C, et un terrain qui va soit suivre un critère de Tresca avec une cohésion non drainée CU, soit un critère de Mohr-Coulomb avec une cohésion CT et un angle de frottement phi. Pour résoudre ce problème, nous avons décidé de le décomposer en deux problèmes plus faciles à résoudre. Donc le problème d'une cavité dans un terrain et le problème du niveau de sol. Pour le problème de la cavité dans le terrain, nous avons introduit phi-t, qui est la pression de confinement, exactement. Et sigma S, une pression en surface. Nous avons également mené des modélisations sur Optum. Optum est un logiciel d'éléments finis qui permet, entre autres, la réalisation de calculs comme le calcul, l'analyse à la rupture, et qui va nous donner donc des résultats en donnant les mêmes, lorsque nous entrons les mêmes données que celles nécessaires pour le calcul à la rupture, c'est-à-dire la géométrie de l'ouvrage, les caractéristiques de résistance des matériaux et le chargement appliqué. Donc on peut voir le parallèle entre les deux, l'analyse analytique et l'analyse sur logiciel. Tout d'abord, pour l'analyse dans le terrain, nous nous sommes intéressés à un terrain purement cohérent, c'est-à-dire suivant une loi de Tresca. Nous nous sommes basés sur l'article de Davis qui définit plusieurs mécanismes dans le terrain. Ici, vous avez un mouvement vertical U. En jaune, vous avez en fait le terrain qui va bouger dans le mécanisme. Et le mécanisme B, nous avons étudié ces deux mécanismes-là. Et sur cette représentation ici, vous avez une représentation indimensionnalisée des résultats, c'est-à-dire sigma S moins sigma T, donc la surcharge moins la pression de confinement, divisé par CU, la cohésion non drainée, en fonction de C sur D, C étant donc la couverture et D le diamètre de l'ouvrage. On peut voir donc en rouge les résultats pour le mécanisme, pour une cohésion nulle, pardon, et en bleu le résultat pour une cohésion égale à 3. Enfin, une cohésion non nulle, donc c'est un gamma D sur CU égale 3, mais cohésion non nulle. Donc on peut voir que lorsqu'il n'y a pas de cohésion, les résultats sont positifs. Ainsi, sigma S moins sigma T est positif, donc la surcharge est supérieure à la pression de confinement. Cependant, lorsque on a une cohésion non drainée, nous avons des résultats négatifs, donc sigma S moins sigma T doit être négatif, donc la surcharge doit être inférieure à la pression de confinement. Ensuite, oui, et je viens de préciser, les points représentés sur les schémas sont les résultats obtenus par la modélisation sur Optum. Ainsi, nous pouvons voir que les résultats obtenus analytiquement aussi, donnent des résultats qui sont assez satisfaisants comparés aux résultats donnés par Optum, qui lui va pouvoir tester plus de mécanismes que ce que nous pouvons tester nous. La méthode et celle-là à droite, ça me rappelle vachement la méthode de Terzaghi. Je ne sais pas si vous connaissez dans les trucs du tunnel, c'est la méthode, c'est le principe de la résistance qu'a adopté Terzaghi pour déterminer la pression de confinement aussi. C'était pas tout à fait une pression de confinement d'un tunnelier, la pression de soutènement, je dirais. Voilà, du coup, ça me rappelle énormément, là, c'est exactement même. Il est parti d'un angle comme ça, et puis après, on regarde en hauteur
Qu'est-ce que ça donne en termes de pression sur le soutènement, en prenant en compte la résistance au niveau des bords, des plans verticaux. Ben, il a pris la résistance au niveau des bords et ça a donné la résistance. C'est vraiment la méthode de Terzaghi. Et ensuite, nous sommes intéressés à un terrain cohérent frottant, suivant une loi de Moore-Coulomb, en nous basant ici sur le mécanisme proposé par Atkinson, et ici en proposant un mécanisme qui s'inspire du mécanisme d'Atkinson et du mécanisme de Coulomb présenté précédemment. Et ici, vous avez les résultats, donc gamma d sur sigma t, donc gamma d, donc toujours le poids volumique fois le diamètre, divisé par sigma t, donc la pression de confinement, en fonction de phi. Et on peut voir que pour le mécanisme A d'Atkinson, comparé au mécanisme B que nous avons défini, on a une meilleure appréciation puisqu'elle est plus faible, en fait, puisque la méthode par l'extérieur, l'approche cinématique par l'extérieur, pardon, permet de majorer notre charge maximale supportable. La charge minimale que l'on va trouver par le calcul va être le meilleur majorant. Ouais. Et également, comparé à Optum, on peut voir que Optum nous donne des valeurs encore plus basses, qui reste, disons, logique, puisque Optum permet de balayer un plus grand nombre de mécanismes. Ensuite, nous avons voulu nous intéresser à la voûte seule. Donc, le mouvement que nous avions vu était un mouvement de rapprochement de la clé au radier d'écartement relatif des pieds droits. Pour simuler de manière simple ce mouvement-là, nous avons décidé de commencer nos calculs par l'application d'une force ponctuelle en clé de voûte. Et nous avons tout d'abord défini un mécanisme pour lequel il y aurait une translation de la clé et une translation vers l'extérieur du pied droit. Et nous avons ensuite voulu réaliser un mécanisme qui s'approcherait plus de ce qui apparemment se passerait dans la réalité par une rotation ici dans le pied droit. Les résultats nous ont montré que le mécanisme en rotation était bien meilleur que celui en translation. Et pour le mécanisme en rotation, je vous ai ici représenté les résultats. Donc la charge Q sur gamma D, donc gamma, le poids volumique de la maçonnerie et le diamètre au carré, sur 1 sur tangente phi. Pourquoi 1 sur tangente phi? Puisque ici, comme nous avons un mécanisme en rotation, il y a une traction. C'est pourquoi les résultats sont beaucoup plus visibles et paraissent plus logiques à lire de cette manière. Toujours avec les points, vous avez les modélisations sur Optum. Et donc, vous avez les résultats en fonction de plusieurs cohésions de manière à dimensionnaliser. Donc, ça nous permet d'avoir des abacs de valeurs de charge maximale supportable pour différentes propriétés et configurations de voûtes en maçonnerie. Ensuite, nous avons voulu faire revenir au problème complet, c'est-à-dire de notre voûte en maçonnerie dans un terrain. C'est pourquoi nous avons imaginé une voûte soumise à des charges représentant le terrain, donc un sigma V et un sigma H. Les résultats sont en cours de réalisation, donc je ne peux pas encore vous les présenter. Nous avons également voulu imaginer la voûte dans le terrain directement, imaginer un mécanisme qui puisse fonctionner. Cependant, la compatibilité pour un tel mécanisme est difficile à avoir, notamment au point AI ici, puisqu'on a à la fois un mouvement de bloc rigide et un mouvement de terrain qui est continu. Et nous n'avons pas pu déterminer de mécanisme qui puisse fonctionner. Donc, si vous avez des idées, je suis preneuse. Oui. Est-ce que la résistance des joints entre les blocs, ça peut être pris en compte? Oui, en fait, c'est exactement ce que j'ai pris en compte, puisque les blocs, je les ai considérés rigides. Donc, en fait, c'est vrai que quand je parle de la cohésion et de l'angle de frottement de la maçonnerie, en fait, je parle de ceux des joints, finalement. Vous avez mis tout à l'heure le phi, c'était le frottement des blocs. C'est ça, en fait, c'est le frottement entre les blocs qui est considéré suivre une loi de Moore-Coulomb. D'accord. Après avoir fait cette analyse de stabilité, nous sommes penchés sur une instrumentation par fibre optique. Alors, tout d'abord, quelques mots sur la fibre optique. La fibre optique est une technologie initialement utilisée pour le transfert d'informations. Cependant, il a été constaté que lors de son utilisation,
les impuretés dans la fibre et les mouvements qui peuvent subvenir dans la fibre lorsqu'elle vit, permettait de lire des ondes de Rayleigh, de Brillouin et de Raman qui peuvent être exploitées pour déterminer par la suite les variations de mouvement en fait, dans le lieu où est installée la fibre, donc ainsi utiliser la fibre comme un instrument de mesure. Donc ici est schématisée l'installation d'une fibre dans laquelle on aura un produit, une source lumineuse, et qui revient à un receveur qui va ensuite permettre d'analyser le résultat. L'instrumentation que nous utilisons au laboratoire dans lequel je suis, et pour l'instrumentation que nous envisageons, serait une fibre monomode, donc c'est-à-dire dans laquelle une onde unique est envoyée. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la fibre, voilà la finesse à laquelle c'est. Les outils de réception et d'analyse des résultats sont ceux représentés ici. Pour mon travail, j'utiliserai donc les signaux Raman qui permettent de lire la température dans la fibre, et les signaux Rayleigh qui, eux, permettent de suivre la déformation dans la fibre. Il y a plusieurs instrumentations par fibre optique dans les tunnels qui ont été réalisés. J'ai choisi de vous parler de celle que Gouet a réalisée dans le Royal Mail en Angleterre, avec l'installation suivante, avec des fibres en section et des fibres longitudinales. Et il a réalisé ça dans un tunnel désaffecté aux alentours duquel il y avait des travaux pour le suivi donc, de la stabilité de cet ouvrage. Et en longitudinal, il a pu suivre la déformation, notamment au niveau des tassements. Et en section, il a pu avoir des résultats comme ceci, où il a pu déterminer quelle était la déformation. En fait, il y avait une ovalisation un peu de l'ouvrage. Et c'est ce genre de choses que j'aimerais pouvoir obtenir sur mon ouvrage, qui est sensiblement différent puisque c'est un ouvrage en exploitation. Donc, pour la mise en place de la fibre, il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Et également pour l'analyse, puisque Gouet a utilisé une analyse d'une fibre optique Brillouin, et moi j'utiliserai une fibre Rayleigh, et les résultats obtenus sont quelque peu différents. Ainsi, donc l'analyse des données existantes actuelles sur un ouvrage réel qui est le tunnel de Saint-Cloud permet de constater qu'il y avait sur ce type d'ouvrage un écartement relatif des pieds droits et un rapprochement relatif de la clé de voûte au radier. C'est un mouvement qui est constant au cours du temps et qui nécessite d'être mieux caractérisé. Le calcul à la rupture permet de donner des valeurs maximales de charge qui peuvent être admises pour des hypothèses données, donc pour les hypothèses que nous avons formulées pour le terrain comme pour la voûte. Et l'instrumentation par fibre optique qui sera exploitée, on l'espère, permettra de déterminer un comportement de l'ouvrage, les mécanismes réels dans l'ouvrage. Et enfin, une modélisation permettra de lier ces résultats pour donner des déformations maximales qui pourront être observées dans ce type d'ouvrage. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bonsoir à tous. En fait, j'aimerais savoir les analyses que vous avez faites pour les tunnels parfaitement circulaires. Si jamais on sort de ce contexte, est-ce que les résultats sont encore acceptables ici? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question concerne l'instrumentation que vous avez décidé d'utiliser. C'est quoi les avantages particuliers de la fibre? Alors, tout d'abord, c'est une question, très bonne question, puisqu'on se l'est posée nous aussi. Donc, sur l'aspect circulaire ou elliptique de l'ouvrage, nous sommes partis sur une géométrie circulaire tout simplement parce que c'était plus simple à étudier. Pour une géométrie elliptique, je n'ai pas mené les calculs sur ce type d'ouvrage, mais je pense qu'on peut raisonnablement penser que des mécanismes similaires pourraient se produire dans ce type d'ouvrage, mais je n'ai pas de réponse qui soit certaine sur ce sujet-là.
Et concernant la fibre, la question, pardon, désolée. Je demande c'est quoi les avantages de la fibre par rapport aux méthodes de gel et d'instrumentation de solutions. L'avantage principal de la fibre, ça va être qu'on va pouvoir, une fois l'installation mise en place, venir récupérer de la donnée sans avoir à fermer l'ouvrage. Puisque pour le moment, les données qui sont prises sur l'ouvrage que j'étudie sont des données au fil invar, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de fermer l'ouvrage pour pouvoir disposer le fil entre les points de mesure. Donc pour un tunnel qui est en exploitation, il y a cet avantage-là qui est très important. Et ensuite, on va avoir une prise de mesure dans le temps également, puisque c'est une méthode de mesure qui, lorsqu'elle est installée, à moins qu'il y ait un accident, a une longévité dans le temps aussi également. Et aussi, oui, pardon, et aussi une mesure continue, c'est-à-dire continue dans le sens où, comme on le voit avec le fil invar, notre gros problème, c'est qu'on a uniquement 2 points et 2 points. Là, on aura l'idée, c'est d'avoir quelque chose de continu vraiment sur l'ouvrage, parce qu'on peut prendre des mesures assez rapprochées sur le long de J'ai une question sur la méthode de calcul. Oui. Pour le sol, vous avez utilisé la méthode cinématique. Oui. D'ailleurs, on peut la retrouver dans Talleyrand, dans ce qu'ils appellent la rupture, mais qui est la cinématique, c'est à peu près la même approche. C'est-à-dire la 3e ou 4e qu'on utilise très peu dans Talleyrand. Pour les utilisateurs de Talleyrand, on utilise la méthode. Pour la structure elle-même, c'est quelle méthode? C'est également la méthode cinématique par l'extérieur. Oui, c'est également qui va également donner un majorant de la charge extrême. Et le logiciel avec lequel vous avez comparé, c'est un logiciel d'éléments finis? C'est ça. D'accord. Et comme vous dites à la fin, on va modéliser, en faire une modélisation. Quoi en plus par rapport à ce que vous avez déjà fait pour là, pour le moment, la façon dont on a utilisé le logiciel d'éléments finis, c'est pour faire un calcul à la rupture. Rupture, d'accord. Mais du coup, là, ce serait pour faire vraiment un calcul d'éléments finis. Éléments finis, type Plaxis, type éléments finis. Non, parce que moi, j'ai eu l'expérience des éléments finis type Plaxis pour la rupture, pas pour les déformer, dans un tunnel qui s'est effondré en maçonnerie. C'est un sinistre grave, il y a eu un mort. Et là, il y a eu des bagarres énormes pour dire est-ce qu'il devait s'effondrer ou non. C'est-à-dire où situer la rupture dans un calcul aux éléments finis comme celui-là, savoir qu'est-ce que ça veut dire la rupture. Du coup, quand on va chercher la rupture dans un calcul type Plaxis, en plus, vous avez un ouvrage en maçonnerie, c'est un peu compliqué d'aller chercher la rupture dans un calcul Plaxis. Ouais, les déformations, oui. C'est pour ça que l'idée, ce serait de coupler avec les résultats trouvés au calcul à la rupture, ce serait d'appliquer la charge trouvée au calcul à la rupture et y associer les déformations qu'on trouvera aux éléments finis et dire que, enfin, lier comme ceci et pas trouver la rupture par rapport aux éléments finis eux-mêmes. Une question sur l'instrumentation par fibre. Oui. Comment vous prévoyez de fixer la fibre sur le revêtement de tunnel? Est-ce que la fibre, c'est des micro-déformations? Et je suppose que l'instrumentation elle a pour but de suivre dans le temps, dans les années. Est-ce que vous avez prévu de faire une espèce de saillie dans le revêtement ou est-ce que c'est par béton projeté ou par colle? Est-ce que vous avez... L'idée, ce serait de faire du coup une saignée, voilà, une saignée, et d'y introduire la fibre en fait avec la colle, pour que la colle à la fois la lie à la structure et aussi a un rôle de protection de la fibre vis-à-vis du passage des voitures. Autre question? Oui. J'ai déjà posé une question. Merci. Bravo déjà pour le sujet avec lequel vous attaquez, qui est pas simple. Question philosophique sur l'objectif de la thèse finale. Tu as quelle année? Je suis en 2e année. Deuxième, troisième? Deuxième. C'est au final sur une thèse appliquée sur le tunnel de Saint-Cloud, c'est-à-dire à la fin, c'est arrivé à faire une modélisation numérique qui explique le phénomène qui est en train d'être mesuré. Après, il y a l'approche quand même, il y a l'approche calculatoire
en cinématique qui est aujourd'hui peut-être développé pour la stabilité des pentes, mais peut-être pas développé pour ce genre d'ouvrage. C'est ça l'apport. La question qui va avec, c'est ce type d'approche. Moi, à la base, déjà, il y a une réflexion de essayer de comprendre quelle est la cause de ce mouvement aujourd'hui. Parce qu'après là, on peut mettre des charges, les faire varier et retrouver notre condition de rupture. Ça pourrait qu'en réalité, la vraie cause, comme celle-là. Mais ça, du coup, ça c'est une vraie question qu'on a eue sur quelles pourraient être les causes du mouvement dans le tunnel de Saint-Cloud en particulier. Et en fait, c'est une question assez complexe parce qu'on a à la fois un glissement de terrain, on a à la fois tout le parc de Saint-Cloud au-dessus où il y a beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, on a remarqué qu'il y avait des mesures de nivellement à un moment qui avaient été réalisées sur l'ouvrage. Et lorsque dans le parc, il y avait eu des travaux par rapport aux fontaines, en fait. Sur les terrasses. Comment? Au niveau des terrasses de Saint-Cloud qui sont proches de la tête. Là. C'est ça. On a vu qu'il y avait des variations déjà des valeurs de nivellement qui avaient été modifiées après ça. Donc il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte. Il y a la proximité de la Seine également. Et du coup, le choix a été fait que je ne me pose pas de questions sur ça puisque j'ai déjà beaucoup de choses à traiter et déjà, enfin, l'objectif final de la thèse, j'espère pouvoir m'en approcher, mais donc voilà, je reste consciente que j'apporterai ce que je pourrai apporter. Vous aviez une autre. Ah oui. Voilà, moi, désolé, je vais radoter sur l'histoire des bancs, mais comment vous arrivez, alors je ne sais pas si c'est en contexte de thèse ou pas, mais comment vous arrivez à estimer cette cohésion des joints? Parce que pour moi, la grosse incertitude, enfin, parce qu'avec mon œil, mais je la vois sur ça en fait, c'est la partie maçonnique au final. Alors pour l'estimation des valeurs de cohésion, de poids volumique et de caractérisation en fait de ma maçonnerie, j'ai pris des travaux qui ont été faits sur les tunnels en maçonnerie. Donc il y a par exemple Moreno Regan assez récemment qui a fait une thèse sur les tunnels du métro parisien, qui a fait pas mal d'essais en fait sur la caractérisation du matériau. Donc j'ai repris des valeurs dans ces documents-là. Il y a aussi, je vous l'ai mis en source Delbecq, qui a pas mal caractérisé le matériau de la maçonnerie. Et c'est pour ça aussi que dans mes résultats, je suis restée sur une plage assez large de valeurs de phi et également de valeurs de cohésion pour pouvoir adapter à ce qui se trouve réellement sur le terrain. Ouais, parce qu'en fait, je me dis aussi sur l'état de la cohésion, parce que si derrière des analyses des éléments finis, est-ce que la maçonnerie sera modélisée comme quelque chose de continu, si la cohésion est assez suffisante, ou est-ce qu'on vraiment on sépare les blocs? Ça, je me posais ces questions en fait, sur l'état des joints en ce moment. Non, mais c'est. Je suis curieux dans la méthode. Une fois que vous avez fait votre développement de cinématique, vous utilisez quel moyen pour résoudre les équations, ou résoudre l'équation différentielle, je ne sais pas. Vous allez comment après une fois que vous avez fait votre méthode en cinématique, c'est quoi? C'est analytique le résultat? Oui, c'est analytique. C'est papier-crayon. Ouais, c'est un papier-crayon analytique. C'est ça. En fait, une fois que. En fait, c'est vraiment l'enchaînement de ces différentes étapes-là. Ouais. Je connais, comme je dis, pour la stabilité des pentes, je connais, mais pas c'est vraiment le même principe. Non, ça va. Merci beaucoup.